sous un climat perfide. Pour commenter les actualités japonaises puis britanniques, nous sommes avec Robert Charles, qui est un rescapé de la guerre du Pacifique et qui a été pendant 43 mois dans des camps de Japonais. On parle souvent des camps de la mort qui ont été organisés par les nazis, rarement de ceux qui ont été organisés par les Japonais. Mais avant d'être interné, Robert Charles va nous dire comment il a échappé à la mort déjà une première fois. Les Japonais essayaient de couler l'USS Houston parce que c'était le navire de tête de la flotte américaine dans le Pacifique, qui comprenait une quarantaine de vaisseaux. Et j'étais à l'époque à bord de l'USS Houston. J'ai été exposé à la mort un certain nombre de fois, mais ce dont je me souviens, c'est que lorsque le bateau a été coulé par les Japonais, j'ai nagé pendant 9 heures pour atteindre Java. Et à ce moment-là, j'ai été accueilli par des Japonais à bord d'un bateau avec une mitrailleuse. Pendant la nuit, pendant que je nageais, je m'étais déshabillé pour pouvoir perdre du poids et continuer à nager. Donc, il fallait se débarrasser de tout son équipement pour pouvoir nager. Et lorsque je suis arrivé sur la côte, il y avait tous ces milliers de Japonais qui m'accueillaient et j'étais nu. Eh bien, on va voir ces activités japonaises et à mesure que votre aventure va se dérouler, vous la commenterez. 賢くも三笠宮殿下には金糸玉葉の御身をもって満一か年品派遣軍参謀のご要職にあらさられましたが、1月14日羽田飛行場に到着、めでたく帝都にご帰還あらせられました。翌15日、殿下には大本営陸軍参謀として初のご登頂をあそばされましたが、ご精霊のほど大須田に賢き極みであります。これより先、殿下にはかつての激戦の地香港要塞をご巡視あらせられ、皇軍の優先奮闘の後を親しくご視察あそばされました。各尊き御身をもって日夜前線ご指導の任に当たらせたもうた殿下のお姿を拝し、我ら国民挙げて一層のご奉公を誓い立てまつるものであります。1月7日、自由インド仮政府主犯スダス・チャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。日本と共にアジア解放の戦いに駒を進めるバーモー・ボースの両巨頭故最前線ビルマに相対して、今や戦局の切り替え必勝攻勢の時至る。ベリー進軍の日、近きにあるを心に帰して祝前主犯の閲兵を受けるインド国民軍。同日主
班はラクシュミ不準部長らを帯同、バーモ国家代表を正式に訪問。仮政府のビルマ進出を祝福するバーモ首相と共に固く敵撃滅を誓い合う。本議会において東条首相を重ねてインド解放に実力をもってする援助を始末と州外に鮮明する折からビルマ戦線にようやく戦機動く。Robert Charles, nous sommes maintenant en Birmanie. Après avoir été sauvé miraculeusement des eaux, vous avez été emmené dans un camp. Et là, racontez-nous un petit peu comment vous avez été traité. Bien, après que le bateau ait été écoulé, nous avons passé un certain temps à Camp Changi, à Singapour. Et puis ensuite, on nous a dit pourquoi on nous avait réellement capturés. On voulait nous faire construire une ligne de chemin de fer de Molmi en Birmanie à travers 260 miles de jungle jusqu'à Bangkok. Et ça devait prendre 1 an. Et ils étaient prêts à faire ça sur les cadavres des prisonniers s'il fallait. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, il aura fallu 14 mois. C'est un peu le pont de la rivière Kwai. Oui, nous y avons passé un certain temps. Le pont, c'était la conclusion de tous ces travaux. Les Britanniques ont passé 14 mois à construire le pont, pendant que nous, pendant les mêmes 14 mois, nous avons, à travers la jungle, construit la ligne. Et il y avait quelques Britanniques et quelques Hollandais. Mais pour l'essentiel, les prisonniers ont construit l'ensemble de la voie avant que le pont soit achevé, pratiquement dans le même temps. 第80市議会の再開決と東条首相立って施政演説を行う。今や敵は焦っておるのであります。敵の焦っておる今こそ敵を徹底的に叩いてこれを破局に追い込むに一すべからざる好機であります。すでにこの擁撃作戦は展開されておるのであります。しかしてこの間敵を擁撃する空軍の威力をいよいよ偉大な仕事とともに容失せず去るべき攻勢作戦への切り替えを可能ならしむ者はまさに一億官民を挙げて一路邁進しつつある戦力、特に航空戦力の状況にあるのであります。今日前線に速やかに優秀なる航空機を十分に供給しうるやいなや、まさに天下の戦局の体制を受けて軍事の戦争の勝敗を決するものであります。大量の航空機を速やかに生産する、すなわち上等特等航空戦力の増強の絶対的要求であります。国民勤労の強化につきましては、政府といたしましては省の増、すなわち人を待つということ、質の向上、すなわち生産効率の上昇につきあらゆる策を講ずするのであります。省の増加につきましては、国民動員の強化としてさらに国民の負担を増大、国民生活の上にも影響を及ぼすところ少なからざるものがあるのでありますが、政府は今後の苛烈なる戦局に対応、強力にこれが実行に当たらんことを期しておるのであります。もとより国民諸君はこの緊急なる国家の要求に対し
としてこれに応であるべきことを私は固く信じて疑わざるものであります。戦力の増強、分けても航空機増産のため、今15の若き女性は最後を組んで続々増産の職場に挺身しつつある。だが女性の勤労への挺身は単なる奉仕であってはならない。膨大な生産力を要する米英を相手に戦いを続ける前線に、今こそ一機でも多くの飛行機を一刻も早く送らねばならぬ。この重大責務を担う我ら女性の決意を見よと、東京都下役女子青年団員2万は1月23日上野公園に戦力増強結集大会を開き、戦う職場へさらに積極的に挺身せんことを誓ったのであります。院上の東京都青少年団団長大立都長官激励の辞を送る。戦局の奇数を決すべき重大なる年であり、一億総決起総進軍の年であります。なれば国家活力の源泉たる青少年はことに率先挺身、一人残らず決戦配置につき、もって戦力の増強にその総力を結集しなければなりません。すなわち諸子の一挙手は実にラボールの空に続き、諸子の一投足はまさに大陸の荒野につながることに深く思いをいたし、幼獣座が常に戦力の増強に精魂を傾倒してもって広告女性の真髄を発揚するにいかんなからすむべきであります。私ども生徒女子青年団員は選挙あれしか広告女性として条例絶したし、天気にその推薦に任命を下げ、もって刑女を安きさではすらんことを誓う。天皇陛下万歳！万歳！万歳！南軍郊外に撃墜されたコンソリデーテッド B24 爆撃機、強固な装甲を施した中央部銃座。ギブの大口径機関砲、この方向から飛び出す弾丸が第一線の大空かけて連日我が将兵の血をすすり、その巨大な機体に満載された爆弾が向こうの住民を傷つけているのだ。落とされても落とされてもなお必要にやってくる敵機の搭乗員は未だ若輩新しく学装を飛び立ったばかりの兵士である。この不正な敵機を、この搭乗員を撃滅する武力を第一線将兵に与える者は15国民我らであることを明記せよ。Ici Robert Charles, nous sommes avec des prisonniers anglo-américains, peut-être vous étiez parmi eux. Quelles sont les premières mesures que les Japonais ont prises envers vous? Les Japonais étaient extrêmement cruels. D'abord, pour un Japonais, c'était un déshonneur d'avoir été fait prisonnier. Donc, ils nous considéraient comme des êtres humains sans aucune valeur, plutôt des animaux. D'avoir été fait prisonnier, les Américains et tous les autres prisonniers de guerre perdaient toute valeur. On pouvait les battre comme du bétail, comme des animaux. Et il fallait suivre des règles de comportement extrêmement strictes. Si on regardait un Japonais de travers, même légèrement, il vous battait jusqu'à ce que vos yeux sortent des orbites, jusqu'à ce qu'on montre plus de respect. C'était le respect qu'il voulait voir dans nos yeux.
Si on était un peu trop droit face à eux, ils vous battaient jusqu'à ce que vous descendiez à leur niveau. Ils vous écrasaient au sol, de façon à pouvoir vous regarder d'en haut, de préférence. Ils vous battaient avec le plat de la main. Et ils vous battaient aussi avec les poings dans le visage, ils vous frappaient sur la bouche, ils prenaient des cannes de bambou, et si ça ne suffisait pas, ils prenaient la crosse des fusils et ils vous battaient dans le dos. Tout le monde était traité de la même façon, tout le monde était traité de façon similaire, tous les prisonniers. Et ceux-là, là, ils donnent l'impression d'être sur le point d'être battus. S'ils ne donnent pas les bonnes réponses, on va les battre à mort.アリューシャン、シナ大陸、ビルマ、ニューギニア、ビスマルク、そしてギルバート諸島から敵は我が本土を伺っている。我が本土空襲を策している。しかし敵が自らも認めるごとく東京はあまりにも遠く離れている。祖先において戦略的優位を失った敵はシャニムに物量に物を言わず飛び石伝いの作戦を取った。その作戦の要に位する地点、すなわちラバウル。赤道を越えた西南太平洋の一つの島、ニューブリテン島ラバウルに今日も快晴の朝が訪れた。海の波、山の林が真上から照りつける太陽に美しくきらめく静かな朝である。しかしこの静かな朝の大気のうちに小闇なく境界を続ける遊軍機の爆音が人と光とも揺るがせにできぬラバオルの激しい緊張を物語っている。敵は昨年12月マーカス岬に次いでグロスター岬に上陸を行い、空から地上からラバウル攻略に全力を挙げている。まさにラバウルは避難用から我が本土を守る最大の防災である。この戦略的要点を守らんがために我が有志たちは自給自足の体制を整えた。自給自足と一口に言う。しかし忘れてはならぬ。ここは最も激しい決戦の場である。今見る自給自足の体制こそは夜となく昼とない石器の空襲か有志たちの人苦に満ちた日常の一端であり、全ての補給は挙げて敵撃滅の弾丸たらしめんとする凄まじい覚悟である。しかもこの苛烈な航空決戦場に我が荒わしたちの何の屈託もない顔を見よう。空ゆかば雲染む束ね、ただひたすらに敵機撃墜の念願のみ。敵の空襲熾烈の度を加えれば我が出動回数もまた加わった。整備に勤しむ地上勤務員の労苦たるや言葉に尽くしがたいものがある。さればラバールの有志たちに捧げよう陣中適正のただ一語。繰り返して忘れる流れという。ここは航空決戦の場だ。夜ごと日ごと我に数倍する敵を迎え撃って海の現しはいかに奮戦しているか。本年初頭以来敵空軍はほとんど連日来襲。落とされても落とされてもその数を増してきた。1月中の来襲敵機約2500。我はそのおよそ3割を撃墜。敵の乗員喪失は1000名を突破した。敵も必死だ。来襲は続く。警報入りました。ATCH にべきより敵 B34 30機 C38 C43 合計60機北西に向かう0730第2機動主張します。C の3 F の4に針より敵大編隊機方に向かう行動発戦0745。来たらば来たれ撃滅の工事。即座に我が戦闘機は舞い上がった。
軍戦闘機に呼応して高射砲陣地もまた擁撃態勢待ったし、敵は絶望的な損害を喫するであろう。敵空軍はひたすらに両を頼む。爆弾の雨をもって我が船舶を襲い、補給船の一艦を空散とする。されば我が船舶は巧妙な回避運動を開始。準備はなった。巨大なアトミテーテッド B24 の船体、東部機銃の一斉射撃により我が戦闘機の擁撃を逃れんとする。上空に侵入、得意の猛爆を開始した。B24、早くも遁走に移る。護衛の敵戦闘機との間に火が入り乱れての強烈なる空中戦。ロッキード P38。命中、見事命中。落ちよ、海底深く沈め、敵機。一機、また一機。ラバールの空に敵の野望はみじんに砕け去る。対価を上げて表しは返る。前線の戦果に15よ応えよ。一機でも多く、一刻も早く。Robert Charles, vous dites dans votre livre Last Man Out comment 100 000 prisonniers de guerre sont morts dans les camps, mais vous voulez dire aussi quelque chose sur Rabaul, où vous n'avez pas été, mais vous avez su ce qui s'y est passé. Of course, I didn't witness this and didn't Oui, experience je it. n'étais pas moi-même témoin de ce qui s'y est passé, puisque j'étais dans mes camps de prisonniers, mais j'ai lu énormément d'ouvrages sur cette partie de
la guerre et sur les combats qui se sont déroulés. Et tout ce que j'ai lu semble dire que cet ensemble de manœuvres de saut de puce d'île en île visait à détourner l'attention des Japonais. Il fallait détourner leur énergie, les contraindre à se préparer avec leur armement, à être à certains endroits, alors que nous n'allons pas y aller finalement. Rabaul n'avait aucune importance, il n'y avait aucune raison pour prendre Rabaul. C'était simplement une des îles parmi beaucoup d'autres sur lesquelles nous pouvions atterrir et les Japonais ne savaient pas où nous allions être. Et alors, ma deuxième question porte sur ces 100 000 morts dans les camps. Comment les gens mouraient? Pourquoi ils mouraient? De faim? Parce qu'ils étaient battus? Parce qu'ils étaient fusillés? Parce qu'ils étaient malades? Bien, au départ, les hommes ont commencé à mourir parce que nous mourions de faim, on ne nous donnait que du riz, et puis ce qu'on arrivait à trouver dans la jungle. Nos corps se sont affaiblis, nos systèmes immunitaires se sont affaiblis, et donc nous étions victimes des moindres maladies, la malaria, la dysenterie, des maladies rénales, le beriberi, les différentes fièvres. Nous avons eu ce qu'on appelait la fièvre des singes. C'est un nom que nous avons donné nous-mêmes à cette maladie parce qu'on n'avait pas trouvé d'autre explication. On voyait simplement tous ces singes autour des camps et on savait qu'après cela, cette fièvre particulière apparaissait. On a subi tout un tas de fièvres et toutes ces maladies, elles étaient fatales à partir du moment où le système immunitaire était complètement affaibli. Toutes ces maladies devenaient mortelles. Nous avons eu la chance de ne pas perdre autant d'hommes que dans d'autres camps. Dans ce livre, vous rendez hommage au docteur Hecking tout au long de cet ouvrage. Pourquoi? Nous avons eu la chance d'avoir parmi les prisonniers un docteur qui aurait pu être envoyé dans un autre camp, mais nous avons eu le docteur Hecking avec nous dans notre camp et sa grand-mère lui avait appris plein de choses sur la jungle. Évidemment, il avait sa formation de médecin et tous les médecins avaient une formation sur les maladies tropicales et tout ce qui risquait de nous toucher dans la jungle. Mais pour nous, le docteur Hecking, ça a vraiment été un dieu. Parce qu'il connaissait les plantes de la jungle, il savait lesquelles étaient des plantes médicinales et lesquelles étaient venimeuses. Donc il a convaincu les Japonais de le laisser aller dans la jungle et de nous ramener ces plantes qui nous ont sauvé la vie. Et ça a vraiment sauvé la vie de bien des Américains qui étaient prisonniers dans le camp avec lui. Il y a eu des Australiens aussi qui ont été sauvés. Mais tout le monde aimait le docteur Hecking, il a vraiment été très respecté. C'était un docteur formidable. Nous n'avons perdu que 30 hommes sur le groupe qui était avec nous dans la jungle, du fait de ses connaissances. Il n'amputait pas. Il aurait recruté 4 personnes pour vous tenir, vous maintenir face à la douleur, et puis il avait une petite cuillère avec laquelle il enlevait toute la partie infectée de la blessure. Dans votre pays, on vous aurait amputé, mais si on vous amputait dans un camp de prisonniers, vous étiez condamné à mort par les infections. Donc là, avec sa cuillère, il enlevait toute l'infection. Évidemment, on était inconscient. Ça m'est arrivé, j'ai eu ça à mon genou. La douleur était énorme, on s'évanouissait. Et puis alors là, il nettoyait la plaie, et puis il lui mettait des plantes pour protéger la blessure des insectes, et puis ça guérissait. Donc il nous a vraiment sauvé la vie. Voilà un témoignage vraiment vécu. On va maintenant voir les activités britanniques qui nous permettront de vous interroger encore. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. Newsreel cameramen with the Fifth Army on the Garigliano front find refugees from San Vittore and San Pietro living the life of cave dwellers while the Allied frontal attack overruns their homes. Through the rock-perched Italian town of San Vittore pass groups of German prisoners taken in the fighting. At this point, we take you over to a ruined mill where a British officer is directing artillery fire from his observation post. Regimental target. Doors out. 362715. 362715. Doors out. Fire by order.
Fire by order. Cruiser. Regiment ready. Fire. Fire. How can chickens lay eggs with all this going on? Behind his donkey walks an Italian farmer. Down below in the valley, he still works his land while the shells whistle over his head. A study in complete indifference. The Russian tide of progress continues to supply the Allies with heartening news. Each fresh advance carries the Red Armies into towns and villages where the mark of the invading beast is all too apparent. Let us follow the Soviet soldiers through one or two places in their stride westward, and with them come into contact with the revolting sights left behind by the Hun battalions. It was at Taganrog that the bodies of hundreds of civilians were found in an anti-tank ditch. People who had been slaughtered en masse by the execution squads. One of the many devil's playgrounds strewn across Russia. Outside Rilsk, they came across Ukrainian girls herded in barbed wire enclosures waiting to be sent to Germany. For refusing to go to work in Germany, a number of young miners were shot and their bodies thrown down the shaft. Soon there'll come a payday for murder. No German appeals for mercy, no political juggling or peace proposals will save them from the wages of their sins. At this point, we interject captured German newsreel pictures which tell the get-out story during the forced evacuation from Novorossiysk. Demolishing the lines behind them, the Nazis retreat across the Taman Peninsula. Land's End for Hitler's divisions in the Kuban is the Kirch Narrows. Notice to quit has been served on them by the Red Army, and wholesale withdrawal is in progress. For German audiences, the operation is explained as a shortening of their lines or elastic defense. Keeping them on the move are Russian bombers of the Red Air Force. Softening the bad news, the German newsreel calls in Stuka dive bombers thrown in to harass the Russian advance. Evacuation of the mainland across the narrow strip of water to the Crimea. Dr. Goebbels has already built them strong and well-prepared positions. We pick up the Russian newsreel story again in the region north of the Sea of Azov. The now liberated Donbass area, which was wrested out of German hands after very heavy fighting. German armaments works, bombed out of the Ruhr, had attempted to establish a Krupp's factory in Mariupol. German industry received another shock when the town fell, and with it, the machinery which they failed to get going. Signs of occupation are flung down as the steady march westwards rids towns and villages of a hated invader.
There's human interest in this story of the first Moscow to Kharkov train to run after 2 years of interruption. The resumption of a passenger service along a railway line which was once a front line. In the chain of successes so valiantly won is the town of Glukov in the northern Ukraine. One more place where misery and suffering have given way to indescribable relief. The joy of liberation is told for you in these pictures. With heartening regularity, the Russian communiques announce their successes. Each triumph of Soviet arms is recognized with a fresh outburst from the victory guns of Moscow. Here is that scene as the batteries again fill the sky with their colored bursts. A United States task force in the Pacific, attacked at dawn by Jap planes, pulls no punches in defense. The path of fighter pilots taking off from a carrier's deck is marked by the flaming exhausts. Combat pictures, automatically photographed as cameras and guns work together. An official Navy record of a dramatic page in the progress of modern air combat. The Americans chalk up a score of 85 enemy planes. Cruisers and carriers and planes, a superb combination which wrapped the Jap good and hard. Robert Charles, vous avez remarqué que dans les actualités japonaises d'abord, britanniques ensuite, on insiste sur les pertes d'avions. En effet, c'est la guerre aérienne en ce moment qui peut décider du sort de la guerre. Or, à la date où nous sommes, les Américains construisent 100 000 avions dans l'année, alors que les Japonais ne peuvent en construire que 25 000. Et c'est cette différence de 4 contre 1 qui explique la suite des événements. A familiar sight in the daylight sky over Britain. Forts of the 8th United States Air Force returning from missions over Europe. Many a battle-damaged bomber has to force land away from its home base after struggling back across the channel with engine shot away. Flak, cannon and rocket shell holes testifying to the fierce air battles which have gone on during the raid. Miracles of piloting have held them aloft until the last minute, when a potato field or grazing land has taken the impact of a belly-flopping B-17. At this point, the 8th Air Force Service Command and Mobile Repair Unit takes over. Rushed to the scene of the wreck, the servicemen set to work. Where a fortress has scraped home with its undercarriage out of commission, they insert pressure bags under the engine nacelles. The British system of balloon bag jacking, which can raise a 30,000-pound bomber with only 7 pounds of air pressure. New engines may be installed, wing sections fitted, structural damage doctored. The ground crew's motto is, keep 'em flying. A replacement leading edge is swung into position. Here's another case where a bomber is returning with a ruined undercarriage. The crew has received its crash landing instructions, and the pilot brings her in for a perfect touchdown without wheels. The crew steps out to survey the damage. The initial impact was taken by the props. The steel blades are bent back like toes with cramp.
Swift on the job come the repairmen, jacking up and assessing the work necessary to have the fortress on her feet again. For this casualty, they use tractor trolleys, mobile caterpillars, which will enable the bomber to be towed away for repair. Service Command engineers are the Red Cross men of the aircraft. It takes a lot of material and equipment to build an airfield. And when the site is an island way out in the Pacific, it makes the task doubly difficult. This is Bougainville in the Solomons, having a strip of its tropical soil turned into a runway for Allied aircraft. Acres of steel matting are laid down to make for easy takeoffs and landings. Jap bombers hit an oil dump close by. Even before it's ready, the landing ground becomes a target for attack. Precious oil and petrol goes west. One of the setbacks which made the occupation of Bougainville no rest cure. Over 3 years ago, a girl started something in the Middle East to help our war wounded. Today, there's many a man who owes the normal use of his limbs to her efforts. She is Miss Bramwell, a niece of Admiral Cunningham and an expert in occupational therapy. At a military hospital in Cairo, convalescent troops come every day to the handiwork classes. They're taught to make all kinds of articles which necessitate the nimble use of arms, wrists and fingers, which through wounds have become stiff and awkward. Many of the men delight in making toy animals out of old pieces of leather. There's quite a market for these in Cairo stores. If only we could have had them in our shops instead of the junk with which Christmas-time exploiters did their highway robbery. Incidentally, this is how some of the boys travel to their work. An old converted bomb trolley given them by the RAF. Bomber Harris sends his Lancasters and Halifaxes to deliver a smashing blow at the heart of Magdeburg. Over 2,000 tons of bombs going down in 34 minutes. Royal Air Force cameramen returned with these pictures of the raid. By clever tactics, the German defenses were fooled into believing that the bomber squadrons were concentrating on Berlin, only 88 miles away. While enemy night fighters were sent in to defend the capital, receiving a diversionary raid by mosquitoes, our heavy bombers altered course to deliver their blow at Magdeburg. The ruse drew off the fighter packs for a while, but when the air battles reached their height, our losses began to mount. The film has been stopped for a while to show a 4,000-pounder going down. Magdeburg's first major attack blew the center of the town wide open. Hands, sneeze, and books a daisy, weapons are lost for the war. Hands, sneeze, and books a daisy, just when we need 'em galore. Hands, sneeze, and books a daisy, scuppered by sneezes and sniffs. So it's hands, sneeze, and books a daisy. Wrap all the germs in your handkerchiefs. Robert Charles, on a souvent comparé les camps nazis de travail et d'extermination avec les camps japonais, mais on a beaucoup plus d'informations sur les camps nazis que sur les camps japonais. Pouvez-vous nous dire les expériences les plus terribles que vous avez connues?
The worst experience I had as a L'expérience la plus terrible que j'ai vécue dans les camps de prisonniers des Japonais, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à 2 hommes qui s'étaient évadés. Et ils sont pratiquement arrivés à la frontière indienne. Ils ont été capturés à ce moment-là parce que leur tête avait été mise à prix. On vous payait pour ramener ces évadés. Ils ont été ramenés au camp. Et on a été obligés à regarder ce qui leur arrivait. On les a déshabillés, et ils ont dû creuser leur propre tombe. Et ensuite, il a fallu qu'ils se mettent au bord de ce trou. L'un des deux basculait au-dessus de son trou et l'autre n'a rien dit, n'a fait aucun mouvement, rien. Ensuite, on leur a tiré une balle dans la tête et puis on les a poussés d'un coup de pied dans leur trou. Je crois que c'est... Le pire, c'est qu'il n'y avait absolument aucune compassion, il n'y avait aucune humanité. Il fallait regarder, et si on tournait la tête, on venait vous frapper. On ne pouvait pas fermer les yeux, il fallait voir, il fallait regarder. Et c'était atroce. On ne peut pas raconter ça. C'était vraiment... c'est affreux à vivre. Mais aux États-Unis, on a peu parlé de ces sévices. Bien sûr, il y a eu des films, il y a eu des romans, mais pas tellement. Comment se fait-il qu'on ait peu évoqué ces crimes commis par les Japonais? Je crois que nous avons beaucoup attendu parce que personne n'était vraiment capable d'écrire cela. On ne pouvait pas... J'ai essayé pendant des années, plusieurs fois, 4-5 fois, d'écrire un livre comme le Last Man Out. Mais je ne pouvais pas. D'un point de vue émotif, c'était très dur. Mais je crois que si on n'a pas écrit plus à ce sujet aux États-Unis, c'est parce que les militaires n'aiment pas parler de leur défaite. Ils préfèrent parler de leur victoire. C'est mon avis personnel. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce silence, enfin ce relatif silence, n'est pas dû aussi au fait qu'aux États-Unis, on voulait épargner le Japon pendant une longue période de guerre froide pour l'avoir un peu comme associé? Mais je crois qu'aux États-Unis, on fait preuve de beaucoup de compassion. Quelle que soit la nationalité des gens, une fois que tout est fini, on essaie de remettre les choses sur pied. On l'a fait dans l'ensemble de l'Europe. Les Hollandais ont été les premiers à rembourser la dette qu'ils ont contractée à l'époque, par exemple. Mais nous considérons qu'il est préférable pour l'ensemble du monde que, une fois la défaite terminée, on traite les gens comme des êtres humains, avec la dignité humaine, et qu'on ne recommence pas en les diminuant. On essaie de reconstruire leur économie. Il ne restait rien du Japon après la Deuxième Guerre mondiale, pas d'économie. Tous les bâtiments étaient rasés, tout avait été soumis au bombardement. Alors, ce pays, il fallait qu'il redevienne productif. La Hollande, c'est pareil, tous ces pays qui avaient été dévastés par la guerre. Notre politique a été de les traiter comme des êtres humains. Eh bien, je vous remercie d'avoir donné ce témoignage. Vous êtes aussi un idéaliste américain et pas seulement un rescapé de la Deuxième Guerre mondiale. Merci Robert Charles. La semaine prochaine, nous verrons des actualités françaises et américaines. Merci de vos questions.